Photo volée. Première bêta d'iOS 16.4. Podcast, l'appli évolue. Windows ARM sur Mac M1, M2. Tetris. Et maintenant, le film. Vendredi 17 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 333. Bonjour à toutes et à tous. S'agit-il du futur iPhone 15 Pro en titane? 9to5Mac publie un rendu 3D, mais aussi ce qui pourrait être la première photo volée d'un iPhone 15 Pro avec port USB-C, bordure d'écran plus fine et un bloc photo encore plus grand, Fabrice. Oui, alors le bloc photo encore plus grand parce que forcément, on en a déjà parlé, c'est la physique qui parle, donc il faut un peu plus d'espace. Ce qui semble aussi en tout cas confirmer qu'on n'aurait pas de zoom périscopique dans l'iPhone 15 Pro, parce que c'est bien de ça dont on parle. Pour faire un zoom et améliorer la qualité aussi d'image, il faut un peu de profondeur. Ça passera probablement par un périscope, mais dans l'iPhone 16. L'USB-C, ça fait longtemps qu'on en parle. Alors en plus donc des rendus 3D, effectivement, il y a une photo qui commence à circuler qui semblerait être celle d'un iPhone 15 Pro. Donc là, ça semble confirmer que l'USB-C arrive sur l'iPhone, enfin. Et puis, les bordures d'écran plus fines, alors du coup, ça contredit un petit peu quelque chose. C'est-à-dire qu'on avait jusque-là pensé que les écrans seraient les mêmes, ou en tout cas de la même taille. Si on réduit les bordures, à ce moment-là, l'écran peut être un petit peu plus grand. Ou alors, le reste de l'iPhone serait un peu plus petit, ce que je ne crois pas non plus. Donc peut-être qu'on va gagner quelques pixels sur les iPhone 15, au moins 15 Pro, si les bordures sont un peu plus fines. J'imagine d'ailleurs que ce sera que sur le Pro et pas sur le 15 tout court, ce qui permettrait aussi de faire une distinction un peu plus grande entre les deux modèles. Ça te semble pas étonnant qu'on ait une photo d'un iPhone 15 Pro dès la mi-février? Alors, qu'est-ce que ça dit? Le fait est que si l'iPhone 15 Pro sort avec un port USB-C comme on le pense, forcément il y a au moins des tests de fabrication qui sont faits depuis même sûrement plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Ensuite qu'il y en ait un qui sorte, du coup j'aurais envie de mettre ça en parallèle en fait avec toutes les démarches d'Apple pour essayer de sortir sa production un peu de Chine. Et on peut aussi imaginer qu'Apple fasse des tests aussi au Vietnam, en Inde, et que peut-être dans ces zones-là, le secret est un petit peu moins bien gardé, ou en tout cas les procédures de secret sont un peu moins en place, ce qui pourrait expliquer la sortie de ça. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi prendre ce genre de photos avec beaucoup de pincettes. On s'attend à l'arrivée d'un iPhone 15 Pro avec USB-C, mais pour l'instant, ces photos-là sont toujours un peu douteuses parce que c'est souvent un peu flou, on voit qu'un petit bout, donc voilà, on ne sait pas trop. Mais ça pourrait peut-être s'expliquer comme ça. Les premières bêtas des prochaines mises à jour des OS sont arrivées pour les développeurs, macOS 13.3, watchOS 9.4 et les 16.4, notamment d'iOS, Fabrice, avec plusieurs nouveautés. Alors on va commencer par la nouvelle la plus importante naturellement, c'est-à-dire les nouveaux emojis. Il y en a une trentaine qui arrivent. Je les ai même pas toutes regardées. Alors je trouve ça intéressant malgré tout parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement les nouveaux emojis en soi, c'est le fait que Apple semble les utiliser comme une motivation pour pousser les gens à faire les mises à jour. Donc on étale ces nouveaux emojis, probablement ils étaient prêts, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux au moment de la sortie d'iOS 16. Mais du coup on parle beaucoup des versions majeures de système et un peu moins des versions mineures qui sortent après. En revanche, les emojis, on en parle beaucoup, donc ça permet à Apple de s'assurer d'une mise à jour, y compris des versions 16 points quelque chose, des d'iOS points quelque chose, en proposant aux gens des nouveaux emojis. Je trouve ça marrant et intéressant en même temps. Je pense que c'est vraiment fait exprès. Il y a autre chose d'intéressant, je trouve, c'est les notifications natives pour les web apps. Je pense qu'on y reviendra dans l'hebdo parce que c'est une notion finalement assez complexe et qui a un vrai impact sur le développement de l'App Store à un moment donné. C'est-à-dire qu'on peut être sur un site web, le transformer entre guillemets en web app, c'est-à-dire en mettant son icône sur l'écran d'accueil. Mais jusque-là, la notion de notification de ces vraies fausses applications était un peu floue. Là, il y aurait des notifications grandeur nature avec toutes les fonctions des notifications, comme une app qu'on télécharge de l'App Store, avec
donc les alertes avec la petite pastille avec le numéro dedans pour le nombre par exemple, de messages non lus ou des choses comme ça, alors que c'est une application qui n'a pas été téléchargée depuis l'App Store. Potentiellement, ça peut avoir un vrai impact très très important. On note aussi le retour de la nouvelle architecture maison, Apple Home. C'est ce qui était sorti avec une des versions précédentes d'iOS, avec iOS 16, je ne m'abuse, qui avait provoqué pas mal de problèmes, et donc Apple l'avait retiré. Il me semble que François avait fait la mise à jour sans problème, lui, mais il y a plein de gens qui avaient eu des problèmes, donc ils l'ont retiré. Voilà, ça revient, ça change certains trucs, on y reviendra aussi dans l'hebdo quand on aura pu tester ça. Et puis une autre nouveauté qui me semble intéressante et qui, je trouve, est une marque des temps qui change et qui évolue, l'application Message sera capable d'afficher des aperçus complets des publications Mastodon, de la même façon que ça affiche des publications Twitter ou YouTube. C'est-à-dire quand on met un lien vers une vidéo YouTube, on a un aperçu de la vidéo, il y aura la même chose pour les messages provenant de Mastodon. Et la version bêta d'iOS 16.4 apporte aussi des changements à l'appli podcast d'Apple. Elle nous intéresse directement, notamment la notion de chaîne. Alors Fabrice, est-ce que tu vas revenir sur l'application d'Apple pour écouter tes podcasts préférés ? Alors j'attends pour voir, parce que franchement, je suis pas très fan de l'application podcast, presque comme chacun sait. En revanche, cette notion de chaîne, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire lorsque un producteur de podcast en produit plusieurs, alors on s'abonne à un podcast, et du coup, tous les autres podcasts proposés par ce même producteur de podcast seront rassemblés au sein d'une chaîne, ce qui va permettre de découvrir les autres podcasts du producteur en question. Donc je pense que ça peut nous intéresser, nous, puisqu'on en a deux. On peut aussi imaginer que, du coup, on s'abonne à un podcast de France Inter et on aura la chaîne France Inter pour tous les podcasts de la station de radio. Et je te rassure, on a déjà depuis longtemps une chaîne iWeek qui rassemble nos deux podcasts. Et tu vois, j'utilise tellement peu l'application podcast que je l'avais même pas vue. Voilà. Mais en fait, tu ne le vois pas aujourd'hui. D'accord. Et donc ça va être vu. Voilà. Petit à petit, podcast va redevenir intéressant peut-être. Mais je m'empresse d'ajouter que pour ceux qui lisent l'onglet, l'application Overcast, c'est formidable. Et je n'ai pas vu dans ces nouveautés l'utilisation des visuels par épisode, ce qui est toujours très très dommage, puisque nous créons des visuels pour chacun de nos épisodes, à la fois pour la quotidienne et pour l'hebdo, et on ne les voit pas dans l'appli podcast. C'est quand même dommage. Ce sera pour iOS 16.5, 0.6, 0.7, nous irons bien. Lors de la présentation des premiers Mac à processeur Intel, Apple ne se privait pas de dire que les Mac étaient devenus les meilleurs PC du monde puisqu'ils permettaient à la fois d'utiliser macOS et Windows, et notamment via l'utilitaire Bootcamp livré avec tous les Macs. Mais aujourd'hui, avec les Mac à puce M1 ou M2, plus possible d'utiliser Bootcamp, alors même qu'il existe depuis quelques années une version de Windows pour processeur ARM, la technologie à la base des puces Apple. Seule solution, la virtualisation via des logiciels comme Parallels ou VMware Fusion que Microsoft interdisait jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit, Fabrice, il est de nouveau possible d'installer Windows sur son Mac officiellement, mais est-ce que c'est vraiment intéressant aujourd'hui ? Le nombre de cas d'usage semble se réduire quand même au fur et à mesure des années, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a de plus en plus de services en ligne, donc il suffit d'un navigateur Internet pour y aller. Et puis, il y a aussi c'est de plus en plus rare qu'un logiciel soit disponible uniquement sur Windows. La part de marché des Mac a suffisamment augmenté pour intéresser tout le monde. Cela dit, ça existe encore. Moi, j'ai des clients et je sais qu'il y a des médecins aussi qui ont des applications qui ne fonctionnent que sous Windows et qui sont bien embêtés jusqu'à présent, justement, en passant à des Mac à Apple Silicon, à puce Apple Silicon, de ne pas pouvoir l'installer. Donc voilà, c'est maintenant possible. Je pense que ça reste une bonne idée. Et puis, pour les quelques cas qui restent, alors il faut aussi se rendre compte d'une chose, c'est que Windows sur ARM, ça fonctionne bien. Il faut donc le processeur en question. Mais dans certains cas,
De la même façon qu'aujourd'hui, on peut sur un Mac installer une application pour puce Intel sur un Mac à puce Apple. Ça passe alors par l'utilitaire Rosetta qui fait la traduction automatique des codes pour que ça fonctionne. Il y a la même chose sur Windows. Windows ARM, on peut installer des applications Intel sur un Windows ARM. Et ça veut dire qu'on peut, par rebond, se retrouver avec un Mac à puce ARM, Apple Silicon, qui fait fonctionner Windows pour puce ARM, sur lequel on va installer une application pour puce Intel, et donc on va avoir une double traduction du code. Ça risque d'avoir des vrais impacts sur les performances. Donc potentiellement, c'est quand même à réserver pour des cas ponctuels d'utilisation. Et puis Tetris, le film, débarquera sur Apple TV+, le 31 mars. Alors il ne s'agit pas d'un dessin animé qui reprendrait le graphisme du jeu qui consiste à empiler des cubes, mais de l'histoire de ce jeu d'origine soviétique et des droits qui y sont liés. Au casting, on retrouve Taron Egerton, qu'on a vu dans Kingsman, dans Rocketman, mais aussi dans Blackbird, une série déjà sur Apple TV+, Fabrice. Intéressant. Alors Taron Egerton, moi je suis fan, je le trouve absolument excellent. Quel acteur formidable. Rocketman, j'avais pas trouvé le film formidable, mais l'acteur, lui, il me surprend toujours. Kingsman, moi j'adore. Je trouve ça intéressant. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est on dirait qu'il y a une sorte de tendance. Alors pendant longtemps, on a eu beaucoup de biopics sur des gens, et là on dirait qu'il y a une petite tendance de je sais pas comment on va appeler ça, de brand pick. Parce que y a des films sur Ford, et puis j'ai vu qu'il y avait un film sur Amazon Prime sur le lancement des Air Jordan de Nike. Et voilà, maintenant Tetris. Il y a la série sur Spotify aussi. Oui, c'est vrai. Qui raconte l'histoire de WeWork aussi. Donc voilà, donc il y a une tendance, c'est-à-dire qu'il faut trouver des sujets quoi pour produire des films et des séries en pagaille comme on a aujourd'hui. Alors donc Taron Egerton, formidable. Est-ce que l'histoire de Tetris, et notamment aussi du coup en plus de la Game Boy, parce que c'est très lié à la sortie de la Game Boy, va m'intéresser suffisamment pour regarder un film en entier? Mais là j'avoue que j'ai un doute. Donc nous verrons bien quand ça sortira. La quotidienne iWeek revient lundi.